Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les descriptions pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Léa, tu voulais aussi qu'on discute, et tu as parfaitement raison, des déclarations plus lunaires les unes que les autres de Donald Trump, notamment sur la bande de Gaza, où Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient prendre possession de la bande de Gaza et en faire une riviera. C'est un truc complètement lunaire. On a l'extrait, on peut le diffuser, on en parle juste après. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Voilà, la Riviera du Proche-Orient, en parlant d'un territoire vidé de sa population par une guerre atroce menée par Israël. Israël qui était représenté par Benjamin Netanyahou dans cette visite aux États-Unis, d'où le fait que Donald Trump s'est exprimé sur ce sujet. On vit dans ce monde-là ? Oui, on vit dans ce monde-là, mais au-delà de ça, on vit dans un monde où il y a actuellement une population qui est en train de disparaître, un peuple qui est en train de disparaître du fait d'un État qui est soutenu par un des États les plus puissants au monde, et qu'à côté de ça, on n'a pas vraiment de réponse non plus de la scène internationale. Il y avait ce qu'on pouvait considérer comme étant une espèce de filet de sécurité pour éviter qu'un génocide ne recommence de manière contemporaine, disons, avec notamment les instances internationales, toutes les juridictions, etc. Et il se trouve que les juridictions internationales ont pris leur part de responsabilité en émettant notamment des mandats d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou ne peut se rendre sur aucun territoire des pays membres du statut de Rome, donc qui a fondé la CPI. Sauf les États, bien entendu, où le statut de Rome n'a pas été ratifié, notamment les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il a la possibilité de se rendre encore aujourd'hui aux États-Unis sans se faire arrêter. Donc on est face à un criminel de guerre qui a un mandat d'arrêt international au cul, disons-le, qui est en train de se faire copain-copain avec un chef d'État qui représente finalement la plus grosse puissance militaire au monde, qui vient annoncer que l'on va littéralement vider un territoire de sa population et de son peuple. Un territoire où, je le rappelle, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été abattues, tuées, depuis un peu plus d'un an. Et un territoire qui est damné, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune chance de vivre correctement depuis maintenant des décennies. Et je pense que je ne pensais pas vivre ça de mon vivant, très honnêtement. Je pensais que c'était pas derrière nous, puisqu'on sait effectivement la situation des Palestiniens depuis très longtemps, qu'on en arrive là et que l'on considère que finalement ça va devenir, enfin pas nous collectivement bien sûr, mais un certain nombre de personnes, et notamment l'extrême droite israélienne, que c'est légitime d'aller vider un territoire de sa population pour en faire une espèce d'espace de Côte d'Azur, parce qu'en fait ça c'est un projet qui existe depuis très longtemps. Il y a même des promoteurs immobiliers qui faisaient et qui continuent de faire de la pub en disant « Réservez votre appartement, votre penthouse, etc. » Donc ça, c'est un projet qui est réel, en fait. Donald Trump n'est pas en train de délirer. Donald Trump est en train de valider un projet qui est poussé par l'extrême droite israélienne depuis un certain temps, et notamment un certain nombre de promoteurs, américains aussi, qui souhaitent que ça devienne une réalité. Donc, ce n'est pas une menace qui est un peu jetée en l'air comme ça, en mode il a encore raconté de la merde, comme quand il nous avait dit d'aller boire de l'eau de Javel pour se protéger du Covid. C'est en fait le fait d'acquiescer sur un plan qui est déjà réfléchi, genre très concrètement réfléchi. Donc moi, je trouve que c'est particulièrement inquiétant, sans compter que les États-Unis sont en train d'envisager de prendre des mesures à l'encontre même des membres de la CPI. Oui. Et de ce qu'ils appellent leurs alliés. Des mesures de rétorsion contre une juridiction internationale qui est là précisément pour protéger un tant soit peu ce qui nous reste du droit international, qui a été construit, je vous le rappelle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour éviter ces atrocités. Donc moi, je suis même plus indignée, je sais même plus quoi dire en fait. J'ai plus les mots. Je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer. Je suis aussi très inquiète de voir l'absence de réaction
des représentants européens. Je n'ai pas entendu un Emmanuel Macron réagir à cette annonce. Enfin, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Et nous n'avons pas aujourd'hui, hélas, les dirigeants qui peuvent éviter cela. Et moi, ça m'inquiète énormément. Voilà. Ouais, en plus, vas-y, Latifa. Non, c'est qu'en plus, c'est retirer une population de son territoire est un crime contre l'humanité, donc c'est quelque chose, c'est reconnu par les textes internationaux, donc c'est un crime contre l'humanité annoncé en live. Et aussi, c'est pas anodin que Benjamin Netanyahou soit le premier chef d'État reçu par Trump à la Maison Blanche depuis son élection, et que malgré son mandat, d'ailleurs, je crois qu'il a pu survoler le territoire français, par exemple, pour se rendre aux États-Unis sans aucun problème. Et en fait, il y a effectivement, c'est une idée qui existe depuis longtemps, et puis il y a quelques réactions, je crois, sur le plan européen pour dire que c'était pas bien, qu'il ne fallait pas faire ça. Mais moi, j'ai aussi été sidérée par effectivement un sujet de France Info. Ils ont fait un débat en plateau pour dire est-ce que c'est possible Gaza, Nouvelle Riviera, est-ce possible en invitant des gens? Et en invitant notamment le représentant du syndicat du tourisme en France, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est incroyable. Je me suis dit, mais en fait, s'il y avait eu la télévision au 19e siècle, par exemple, lors de la conquête de l'Algérie, on aurait eu ce sujet. Alors, donc sur le traitement colonial de l'information, ouais, c'est ça. Alors, conquérir l'Algérie, combien de population, est-ce qu'on peut les déporter ou les mettre, et puis financièrement, économiquement, qu'est-ce que ça peut nous apporter? En vrai, c'est ces débats qu'il y a eu. Mais je me suis dit, mais s'il y avait la télé à cette époque, il y aurait eu exactement ce même débat qu'on a eu sur une chaîne publique. Donc depuis, France Info a dit que c'était un traitement inapproprié, ils ont retiré la vidéo et ils ont admis qu'il y avait un problème. Mais pour qu'un sujet comme celui-là arrive jusqu'à l'antenne, quand on sait le nombre de personnes qu'il y a entre la conception d'un sujet, un débat, et inviter des gens en se disant de ne pas voir le problème, de se dire tiens, ouais, c'est vrai, est-ce que c'est... Enfin, tu vois, ce que Léa disait quand il disait ouais, il dit pas des conneries, c'était pas à boire de la javel et tout, mais ouais, c'est pire que ça, c'est que c'est maintenant pris comme tiens, est-ce que c'est possible sans aucun problème? Donc c'est là aussi où ça nous interroge sur et le traitement médiatique et la manière dont on voit les Palestiniens à la télévision et dans les médias, la manière dont ils sont complètement déshumanisés à tel point qu'on peut parler d'eux et de les débosséder de leur territoire sans que ça n'émeuve grand monde, en fait. Ce que je trouve flippant, c'est que on est en train de glisser dans un monde qu'un espèce de retour à un monde du 19e et du début du 20e siècle, un monde de la brutalité et de la force brute. On a du mal à s'en rendre compte quand on vit dans un monde en particulier. Nous, on a grandi dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans ce que ce monde-là, de ce que la Seconde Guerre mondiale a créé, c'est le droit international, c'est le respect des traités, c'est le respect des droits humains, c'est les juridictions internationales comme la CPI par exemple, c'est l'Union européenne, la construction européenne aussi. On a grandi dans ce bain-là et on est en train d'en sortir et on est en train de redécouvrir la réalité de ce qu'a été les rapports internationaux pendant des années. C'était la force brute, la brutalité, la colonisation, qui était un très très bon exemple de ça, mais même les guerres. Et c'est ce qu'on voit avec un Donald Trump qui se permet d'avoir des prétentions sur des territoires. Alors avec son allié israélien, prétention sur le territoire de Gaza, mais lui tout seul, prétention sur le territoire du Groenland, après tout. Après tout, pourquoi pas? Et qu'est-ce qui se passe si Donald Trump, l'autre, qu'est-ce qui se passe si Donald Trump prétend que toutes les Antilles devraient appartenir aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qu'on fait pour la Martinique? Qu'est-ce qu'on fait pour la Guadeloupe? C'est hyper intéressant de se rendre compte du caractère vertigineux de ce rapport de force-là. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas oublier... Tu vois, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan. Oui. Les États-Unis ont envahi l'Irak. Les États-Unis ont participé à je ne sais combien d'opérations de déstabilisation dans toute l'Amérique latine pendant les années 70-80. Je veux dire, tu n'as jamais été des grands respecteurs du droit international. Mais la différence qu'il y a maintenant, c'est qu'ils ne s'en cachent pas. Et que les réactions derrière sont... Oui, exactement. Mais la différence, c'est que... Et c'était théorisé chez les Républicains. Le fait que on va pas dire tout ce qu'on va faire. Et on va essayer de trouver des causes et des raisons qui peuvent être entendables par tout le monde. Maintenant, ils s'embêtent même plus avec ça. C'est-à-dire qu'ils cherchent même plus à essayer d'enjoliver ce qu'ils veulent faire et le programme qu'ils veulent mettre en place. Et c'est pas pour ça que ça n'a pas d'effet et que c'est pas différent de ce qui se passe avant, parce que derrière, ça structure complètement le débat public. Et c'est totalement l'exemple que tu donnais, Latifa, sur... derrière, on va faire un débat sur, est-ce qu'on peut transformer Gaza en Riviera? C'est possible? Comment... Enfin, ça modifie vraiment l'espèce du disciple et de l'indisciple dans la société. Et ça a des effets concrets.
Absolument, mais c'est vrai que juste pour un peu aller dans le sens de ce que disait Antoine, déjà l'ordre international qui a été créé, bien évidemment, n'a pas réussi et n'a pas voulu, dans une certaine mesure, on va pas se mentir, protéger tout le monde. Il y avait clairement une distinction qui a été opérée, donc c'est pas le meilleur ordre international qui puisse être, d'une part, et d'autre part, Trump, avec une façon, disons, encore plus affirmée et peut-être avec une méthode et un style très différents, s'inscrit en fait dans des logiques d'ingérence, dans des logiques aussi impérialistes, qui sont celles des États-Unis depuis quasiment toujours en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas nouveau. Moi, ce qui me choque encore aujourd'hui, encore une fois, c'est l'absence de réaction d'autres chefs d'État et le fait que finalement personne ne bouge depuis presque 1 an et demi, face à ce qu'on appelle un génocide qui est là, sous nos yeux, tous les jours. Voilà. Et ça, je suis complètement démunie. Je ne sais pas ce qu'il va falloir qu'il se passe pour qu'il y ait des réactions, en fait. Je ne sais pas. Il y a un truc intéressant dans la stratégie de Donald Trump, c'est aussi la brutalité, la répétitivité des annonces. Tu sens qu'il y a aussi, et ça a été pensé, une stratégie qui consiste à écraser l'opinion publique mondiale par un nombre incalculable d'annonces, les unes après les autres, plusieurs par jour, toutes les dingueries que sont en train de faire les proches d'Elon Musk dans l'administration américaine, les décisions contre les trans, les déclarations sur Gaza, tout ça c'est en seulement quelques jours. Comparaison n'est pas raison, mais ça me rappelle la stratégie qui a été celle de Nicolas Sarkozy pour la conquête du pouvoir, où il faisait des conférences de presse à plusieurs reprises dans la même journée pour empêcher en fait les journaux télévisés, etc., d'avoir le temps de traiter l'information. Ça allait à une vitesse folle. Il faisait annonce sur annonce sur annonce sur annonce, promesse sur promesse sur promesse. Ça lançait des sujets comme ça sur les plateaux télé, dans les journaux, etc. Et personne n'avait le temps d'atterrir parce que ça ne s'arrêtait jamais. Mais je reviens sur Donald Trump qui le fait, lui pour le coup, au pouvoir. Ah, tu me diras, Sarkozy était ministre de l'Intérieur au moment où il faisait ça. Il y a aussi cette stratégie qui nous aussi, nous scie la gorge. Où on ne sait pas, quand on prépare une émission Backseat, on ne sait pas ce qu'on doit prioriser comme information. La dinguerie qu'il a dit sur Gaza, les dingueries qu'il fait contre les trans, les dingueries qu'il fait contre les agences fédérales américaines. On n'a qu'une émission par semaine, on est obligé de faire un tri. Et en fait, on se rend compte nous-mêmes de l'effet que ça peut avoir sur nous. C'est l'incapacité à traiter cette information-là, quoi. Et c'est un truc qui a été théorisé à l'extrême droite du côté d'Elon Musk et de ses proches, de Steve Bannon aussi d'ailleurs, il faut mettre un feu roulant d'annonces, d'informations pour écraser complètement l'opinion publique qui ne pourra rien faire d'autre que constater ce qui est en train de se passer. Et subir. Et subir ou soutenir, en se disant que bon, après tout... Voilà, c'est exactement ce que tu disais aussi, Latifa, sur ce débat sur une Riviera à Gaza, ça pourrait être sympa, on peut imaginer des jolis points de vue. C'est des gens qui peuvent avoir ce type de réflexion en oubliant complètement ce qui se passe derrière, quoi. Ça met une responsabilité aux journalistes aussi dans la façon dont ils vont traiter l'information et des sujets qu'ils mettent sur le devant de la scène, parce que ce que l'on sait très bien, c'est que plus un sujet va être mis en avant dans des médias, plus ce sujet va devenir essentiel aux yeux des électeurs au moment où ils vont aller voter. En gros, ils vont voter pour la personne qui juge la plus compétente sur ce sujet, qui juge le plus important, parce qu'ils en ont entendu le plus parler. Et donc, tu vois, c'est pas parce que, évidemment, que tu as un intérêt pour un responsable politique, et pour Trump en l'occurrence, de structurer le débat public autour de ce qu'il va dire, des annonces qu'il va faire, et d'étouffer le débat public autour de ça, mais c'est aussi la responsabilité des journalistes de faire le tri parmi ce qui est dit, et de pas juste... gros, pas juste rapporter. Que ce soit pas télé-Trump, ou que... Et ça pose, tu vois, par exemple, sur Musk et sur les réseaux sociaux, sur l'influence des réseaux sociaux, on en a pas mal parlé. C'est vraiment un truc dont on entend parler en continu. Alors que dans les faits, les réseaux sociaux, Twitter, X, c'est un réseau qui est très peu utilisé. Si tu regardes par rapport à d'autres médias plus classiques, c'est pas du tout le réseau social que les gens utilisent en premier pour s'informer. Mais néanmoins, tu vas avoir les journalistes qui, eux, sont ultra présents sur les réseaux sociaux, et dès que tu vas avoir une dinguerie qui apparaît en ligne, les journalistes en font un sujet de société. Et donc finalement, c'est là où tu vas avoir aussi une structuration du débat public global et qui n'est pas juste en ligne. Et donc c'est aussi la responsabilité des médias classiques à... on subit c'est l'extrême droite qui choisit, en tout cas, qui choisit les sujets dont on parle et la manière dont on en parle aussi. Encore si c'était que le choix des sujets, c'est la manière dont on en parle et le point de départ, où se situe le point de départ et pourquoi on en parle de cette manière-là et pas autrement. Et c'est partout pareil parce que finalement avec les réseaux sociaux et tout, ça fait longtemps que entre guillemets la gauche a perdu Internet et donc forcément. Il y a dans cette internationale fasciste, je me demandais aussi quels étaient les relais en France.
du Trumpisme. Est-ce qu'on peut toujours considérer que le Rassemblement national est l'allié automatique de Donald Trump? Ils sont assez discrets, le Rassemblement national, sur ce que fait Donald Trump. On sent que ça contrecarre leur stratégie de dédiabolisation. Éric Zemmour semble complètement dans la panade. Il a raté son pari complètement électoralement, que ce soit à la présidentielle ou aux élections législatives. Il a été quitté par Marion Maréchal et par ses proches. Il est un peu largué et un peu mis complètement sur le côté, Éric Zemmour. Je parlais tout à l'heure d'Éric Ciotti, parce que je trouve qu'Éric Ciotti est en train de commencer à prendre des relents un petit peu de ce Trumpisme, dans la dénonciation des agences aussi, la dénonciation des comités Théodule et tout. Beaucoup de Ciotti ce soir. Tu le vois dans tes rêves, genre? Ouais, je pense souvent à Éric Et Ciotti. ce Ciotti, il est là, dans cette pièce avec nous ce soir? Voilà, on a vu que l'AfD en Allemagne, donc là il va y avoir des élections bientôt, je vous rappelle, en Allemagne, suite à l'échec de la coalition au pouvoir, et l'AfD, qui est le parti d'extrême droite allemand, a reçu le soutien d'Elon Musk, très affiché, très souriant, en meeting, etc., etc. En France, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'Elon Musk un jour tweete son soutien à un parti politique en particulier, vous pensez, ou à un candidat, ou à une personnalité? C'est vrai que c'est pas forcément avec le Rassemblement national peut apparaître comme étant trop mou pour le Trumpisme. Et d'ailleurs, c'était Marine Le Pen qui avait essayé il y a quelques années d'être reçue par Donald Trump. Elle était restée dans le hall de la tour Trump à New York. Oui, c'était un peu ridicule. Donc c'est pas forcément l'allié naturel en France. Mais néanmoins, il préférerait toujours avoir le Rassemblement national au pouvoir que d'avoir un parti qui est plus libéral sur les questions culturelles, etc. Est-ce que le Rassemblement national a annoncé qu'ils avaient l'intention d'avoir une politique atlantiste? Pas convaincu, hein. Est-ce que le Rassemblement national a déjà annoncé clairement des politiques sur lesquelles on peut vraiment, notamment sur l'international, où on peut savoir vraiment... Non, t'as raison. Il y a eu la Russie, puis finalement c'est plus la Russie, puis finalement il y a eu l'Europe, puis l'euro, puis l'euro. Enfin, c'est vrai que c'est jamais l'international qui les étrangle, hein, le Rassemblement national. Non. Oh, ça a jamais été central. Et au demeurant, tu m'arrêtes si j'ai une connerie, ça a jamais été central pour leur électorat. Non. Les questions internationales, bon. Il y avait Florent Philippot, mais maintenant, il n'y a plus là. Ça pue. Mais qu'est-ce qu'il devient? Ah ouais. Florent Philippot, il a créé son petit parti souverainiste et anti-eurosceptique. Ah. Et ensuite, il s'est recyclé dans le complotisme anti-vax. Ah bah oui. Ah bah oui, anti-masque, etc. Ouais, il faisait des meetings à Paris et tout. Logique. Mais d'ailleurs, t'avais les comptes du parti qui étaient sortis, aucun événement politique d'organisé, et ils vivent juste sur des donations des personnes qui financent les patriotes. Les Patriotes, c'est ça. en Le nom fait. du truc, c'est les Patriotes. C'est comme Backseat, ouais. C'est un scam. Hein. C'est un scam de ouf. Faites des dons. Abonnez-vous. Mais blague à part, on n'en parle jamais de ce caractère scam des anti-vax et des anti-masques qui faisaient des collectes d'argent pour financer effectivement des personnalités comme ça.